Bonjour, on est de retour avec le dernier stretch de cours. On est rendu à soins au mourant, il en reste quand même quelques-uns, mais c'est quand même le dernier stretch, là, la fin arrive. Alors, soins au mourant, euh, dans le fond, je sais que la plupart d'entre vous en stage, on n'a pas eu de patients en soins palliatifs, mais il faut quand même que vous voyez un peu c'est quoi les soins palliatifs, qu'est-ce que ça implique. Euh, pour les patients, pour les soignants, qu'est-ce qui est offert. On va passer un peu différentes lois. On va les survoler parce qu'on en reparle en engagement professionnel la session prochaine. On va en reparler plus en détail, mais quand même, juste pour que vous soyez au courant, c'est quoi les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est pas juste les soins en fin de vie. Vous allez voir, il y a une diapo un peu plus loin qui démontre ça. C'est pas juste des soins que l'on donne à la fin. C'est des soins que l'on donne à des patients qui ont un prognostic sombre. On veut dire par là un prognostic de non-guérison. Donc, on peut être en soins palliatifs pendant des années. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le bord de mourir. Puis on va voir tantôt c'est quoi la différence entre l'agonie, les soins en fin de vie puis les soins palliatifs. Alors, ce qu'on veut quand on fait les soins palliatifs, dans le fond, c'est de s'assurer que la personne est la plus confortable possible au moment où elle est rendue. Alors, on essaie d'atténuer la douleur le plus possible, augmenter le confort, soulager les autres symptômes, les nausées, les étourdissements, les faiblesses. On essaie que les gens vivent leurs derniers jours, dernières semaines, derniers mois, dernières années le mieux possible. Avec ça vient aussi pas seulement de l'accompagnement physique et du soin physique, mais de l'accompagnement psychologique et spirituel. Puis, il faut prendre en compte aussi la famille dans tout ça, parce que oui, quand une personne est déclarée en soins palliatifs, ça a un impact sur le restant de la famille. Donc, l'infirmière qui s'occupe de ça se doit de travailler ces aspects-là. Alors, tantôt, j'ai dit qu'il y a une différence entre l'agonie, les soins en fin de vie, les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est vraiment à partir du moment où on a un diagnostic qui nous dit que c'est incurable, puis qu'on va devoir, qu'on va probablement mourir de ce qu'on a, on est considéré en soins palliatifs. On appelle ça, ici ils disent un prognostic réservé ou un prognostic sombre, c'est un peu la même chose. C'est pas juste les cancers qui sont soignés en soins palliatifs. Il y a beaucoup de maladies respiratoires, de maladies cardiaques, de maladies dégénératives qui vont être soignées en soins palliatifs. Les soins en fin de vie, c'est plus ce que vous avez vu là à l'hôpital, des patients qui sont plus proches de la mort, qui sont vraiment plus près des derniers moments de leur vie, qui ne peuvent plus habiter à la maison, quoique les soins en fin de vie, ça peut se donner à la maison aussi, mais que la mort est plus éminente que juste j'ai un diagnostic de quelque chose qui va finir par me tuer. L'agonie, c'est vraiment la fin de tout ça. C'est ce qui précède la mort. On parle de minutes, d'heures au gros maximum. L'agonie, c'est pas supposé s'étaler sur un très long moment. Fait que si j'ai la diapositive que je vous disais, les soins palliatifs, c'est le grand cercle. Les soins en fin de vie, c'est à l'intérieur des soins palliatifs, mais c'est plus petit parce que c'est vraiment les derniers jours, les dernières semaines. Et l'agonie, ça serait vraiment un petit point comme ça, où on dit c'est vraiment les dernières minutes, les dernières heures de vie. Alors, l'objectif des soins palliatifs, c'est pas d'allonger la vie, jamais. Puis, à la limite, ce n'est pas de raccourcir la vie non plus. Donc, vous allez voir, ça va un peu, c'est un peu paradoxal avec la loi 52 où il y a l'aide médicale à mourir, parce que dans la même loi, il y a les soins palliatifs. Et comme les soins palliatifs disent, nous, on est là pour offrir la meilleure qualité de vie à nos patients sans l'allonger, sans la raccourcir. Donc, on veut pas faire des traitements en disant la personne va vivre plus longtemps, puis on veut pas non plus faire des trucs qui vont vivre moins longtemps. C'est vraiment pour que les gens soient le plus confortables possible dans les derniers moments de leur vie.
les gens qui travaillent en soins palliatifs, qui sont des purs et durs, vont vous dire que c'est normal de mourir, c'est inévitable de mourir, puis c'est vrai, mais il faut quand même pas le, le hâter. Donc, ils sont un peu, les gens qui sont purs et durs sont un peu contre euh, la partie de la loi 52 qui parle de l'aide médicale à mourir. Donc, ces gens-là qui travaillent en soins palliatifs, c'est sûr que c'est des gens qui sont à l'affût de l'aide psychologique de leurs patients et de leur famille, qui sont à l'affût du spirituel parce que chaque religion a ses croyances, chaque religion a ses habitudes, puis il faut que les gens en soins palliatifs soient en mesure de pouvoir répondre à ces besoins-là. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ici? Pas grand-chose. Alors, je vous ai parlé tantôt de la loi 52 ou la loi de soins en fin de vie. Cette loi-là, ça fait pas des lunes qu'elle existe. Elle a été implantée en 2016. En février 2016, elle a commencé à être appliquée. En vrai, elle a été votée en décembre 2015. Et ça inclut 4 composantes. Alors, les soins palliatifs sont là-dedans. Alors, là, vous allez me dire, mais les soins palliatifs, ils existaient avant 2016. L'idée, c'est que avec cette loi-là, il y a une obligation de toutes les régions au Québec d'avoir des soins palliatifs qui sont offerts aux personnes qui habitent dans leur région. Je m'explique. Exemple, à Chibougamau, à Saint-Glinglin-des-Murmures, si avant, il n'y avait pas de soins palliatifs, ils sont obligés d'en avoir maintenant. Ils sont obligés d'avoir des soins palliatifs avec du staff qui est formé pour prendre soin des gens en soins palliatifs et ils sont obligés d'avoir un certain nombre de lits qui sont exclusifs aux soins palliatifs. Puis vous comprendrez que c'est au prorata de la population. Donc, clairement, à Havre-Santé, sur la base Côte-Nord, il y a des lits en soins palliatifs, mais il y en a moins qu'il y en a à Montréal parce que la population d'Havre-Santé est beaucoup moins grande que la population de Montréal. Par contre, ils sont obligés d'en avoir. C'est ce qui venait avec cette loi-là. Dans la loi des soins en fin de vie, il y a l'aide médicale à mourir aussi. L'aide médicale à mourir, comme je vous ai dit, cette loi-là a été votée en décembre 2015, mais elle n'a plus pu être applicable seulement en février 2016 parce qu'il a fallu amender le code criminel pour s'assurer que les médecins qui offriraient l'aide médicale à mourir ne se verraient pas accusés de meurtre. Donc, on va dire officiellement depuis 2016, on peut se prévaloir de l'aide médicale à mourir au Québec. Il faut rencontrer certains critères. Il y en a qui sont assez simples, là. Être assuré par l'assurance maladie. Bon, ben, tout le monde a ça au Québec, ou en tout cas, on est supposé. Être majeur et apte. Donc, ça implique que les gens qui sont atteints d'Alzheimer ne peuvent pas demander l'aide médicale à mourir. Ça implique que les jeunes en bas de 18 ans, même s'ils sont atteints d'un cancer ou d'une maladie qui va nécessairement les tuer, puis qui sont en fin de vie, puis ça, ils ne peuvent pas le demander parce qu'il faut être majeur. Il faut aussi être atteint d'une maladie ou d'un état incurable qui va causer la mort dans un futur assez immédiat. Donc, avant, il fallait être en fin de vie. Maintenant, faut que cet état-là cause la mort dans un futur assez immédiat. Ça a été changé parce que il y a des gens qui sont atteints de maladies dégénératives qui disaient, ouais, mais on n'est pas en fin de vie, mais on veut quand même se prévaloir du droit de demander l'aide médicale à mourir. Donc, ça a été changé, ça, en mars 2020. Alors, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement en fin de vie, mais que leur état ou leur maladie va causer leur mort, peuvent maintenant se prévaloir de l'aide médicale à mourir. La sédation palliative continue, ça veut dire, encore là, c'est un peu les mêmes critères. Faut être apte et majeur, faut être atteint d'une maladie qui va causer notre mort, faut souffrir de souffrances incommensurables, bon, blablabla. Mais ce que ça fait, la sédation palliative continue, c'est juste que ça met le patient dans un coma médical. Alors, on les endort et on les garde endormis jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire ça pendant 6 mois
Donc, il faut que la mort soit relativement proche, plus proche en tout cas, dans la sédation palliative continue que dans l'aide médicale à mourir. Les directives médicales anticipées, c'est un peu comme un testament de vie ou un testament biologique, mais c'est un document officiel du gouvernement qu'on peut faire remplir, qu'on peut remplir pour décider de ce qu'on veut à la fin de notre vie, au cas où qu'on soit inconscient, au cas où qu'on soit inapte, rendu à ce moment-là. Et puis là, ça pourrait inclure des trucs comme quand je serai rendu inconscient, je ne veux pas qu'on me donne d'antibiotiques si jamais je fais une pneumonie. Quand je serai rendu à tel niveau de ma maladie, je ne veux plus qu'on me réanime si jamais mon cœur arrête de battre. Des trucs comme ça. Une chose qu'on ne peut pas mettre dans les directives médicales anticipées, c'est l'aide médicale à mourir. On ne peut pas demander l'aide médicale à mourir d'avance. Et c'est en train de se travailler en ce moment parce que les gens qui sont atteints d'Alzheimer voudraient se prévaloir de ce droit-là. Quand ils ont encore leur tête, quand ils sont encore aptes à prendre des décisions, voudraient être celles qui décident qu'on utilise l'aide médicale à mourir. Mais en ce moment, c'est pas comme ça pour l'instant. C'est en train de se discuter, c'est en train d'être travaillé. Peut-être qu'éventuellement, ça sera comme ça. Le suicide assisté puis l'euthanasie, c'est deux choses complètement différentes de l'aide médicale à mourir, dans l'optique que le suicide assisté, c'est le ou la médecin qui donne une prescription à quelqu'un. Mettons moi, là, je suis très malade, le médecin me donne une prescription d'un médicament qui va me tuer. Je vais à la pharmacie, je me l'achète, je me retourne chez nous avec mon petit bonheur, puis quand je décide que je veux commettre l'acte, j'ai ce qu'il faut pour le commettre. C'est ça le suicide assisté. Bien, au Canada puis au Québec, c'est encore illégal, ça. On ne peut pas faire ça. L'euthanasie, parce que là, vous allez me dire, ben, l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. Bien, l'euthanasie, c'est moi, je décide pour quelqu'un d'autre qui va mourir. Alors, tandis que dans l'aide médicale à mourir, c'est moi je décide pour moi-même de me faire donner une médication qui va me tuer. C'est ça l'aide médicale à mourir. Tandis que l'euthanasie, c'est le médecin ou la médecin décide que tel patient, ben il n'a plus une belle vie, fait que je vais lui donner quelque chose pour le tuer. Ça, c'est de l'euthanasie. Et ni un ni l'autre, le suicide médical, le suicide assisté, puis l'euthanasie, c'est illégal ici au Canada. Alors, les niveaux de soins, vous les connaissez déjà, je veux pas être intubé, je veux pas être réanimé, je veux pas être envoyé aux soins intensifs, je ne veux pas recevoir d'antibiotiques si je fais une pneumonie, blablabla. En tout cas, il y a 3, 4, 5 niveaux, je me souviens jamais, là. Mais c'est quelque chose à laquelle vous êtes exposé de façon régulière là, si vous travaillez à l'hôpital. Le testament de vie ou mandat d'inaptitude, le testament de vie, c'est un peu différent les deux. Le testament de vie, c'est je décide, ça ressemble un peu aux directives médicales anticipées, où je décide selon un formulaire qu'est-ce que je veux avoir à la fin de ma vie. Je veux pas être réanimé, je veux pas recevoir d'antibiotiques, je voudrais mourir à la maison, blablabla. Tandis que le mandat d'inaptitude, c'est avant de devenir inapte, je décide de quelqu'un qui va prendre des décisions pour moi. Donc, moi, je suis la mandatrice d'inaptitude de ma mère. Si ma mère devenait inapte, c'est moi qui va prendre des décisions pour elle. Alors, c'est un peu différent du testament de vie, mais le mandat d'inaptitude peut se retrouver dans le testament de vie. Les dons de tissus et organes, puis je l'ai mis, j'ai mis une autre diapositive après avec exactement ce que ça implique. Mais c'est possible, même quand on est en soins palliatifs, il y a certains organes, il y a certains tissus qu'on peut quand même donner, dépendamment c'est quoi qui nous a tués, c'est dépendamment c'est quoi le cancer, si c'est un cancer, il y a encore des organes et des tissus qui peuvent être donnés. Alors là, je vais arrêter parce que j'arrive dangereusement proche de mon 15 minutes, puis on va continuer à partir de là.